Bonjour à tous, c'est le numéro 17 de TVLops. Alors je ne vais pas parler trop fort pendant ce numéro 17 parce que d'abord je suis complètement hors sujet. Je suis dans la salle de presse de Paris-Nice, regardez je le prouve, mes confrères journalistes sont là, voilà, ils sont en train de travailler et nous on ne va pas du tout parler de Paris-Nice, on va parler de la piste. On va tirer un bilan des championnats du monde sur piste où l'on a vu des résultats assez mitigés, des bons résultats, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons invité Morgane Kneski. Morgane, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre. Je sais que tu es en stage en Espagne actuellement avec ton équipe route, j'imagine, l'équipe Aleg. Vous êtes où en Espagne? Calpé, à peu près comme toutes les équipes maintenant qui vont en Espagne. Moi, je suis arrivé à Calpé le lendemain du championnat. Gaffe aux Anglaises qui roulent pas du bon côté. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Enfin, ça c'est la mauvaise blague pour commencer. Et puis on va parler aussi des résultats un peu plus moyens, on va dire, et on a demandé à deux spécialistes de nous rejoindre. François Lamiraud, qui est un athlète reconnu lui aussi sur la piste, recordman de France sur l'heure. C'était l'année dernière, en fin de saison dernière. François, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être en notre compagnie. François, tu étais présent sur place lors des récents championnats du monde. Moi, j'avais la chance d'être non pas sur le vélo, mais sur le milieu de la piste en tant que journaliste débutant. Donc, j'ai vu pas mal de choses et j'ai pu profiter de la belle ambiance de la piste anglaise. Ben écoute, bienvenue en tout cas parmi nous. C'est pas ton premier TVLops puisqu'on avait eu l'occasion d'en faire un justement sur le record de l'heure. Pierre Caraille est également avec nous. Salut Pierre. Pierre de Direct Vélo, qui est bien sûr notre, on va dire, le pilier indispensable de TVLops, mais aussi des Vélops CD. J'en profite pour faire une petite promo. Les Vélops CD, ce podcast que l'on enregistre tous les lundis soirs à 22h, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. On n'a pas publié le dernier numéro parce que c'était juste un moment de folie pure, avec des problèmes techniques à répétition. J'espère que ce sera pas le cas pour ce TVLops. Voilà. Eh bien, écoutez, alors j'ai pas fait le petit tweet qui permet de lancer tout ça, mais c'est trop tard parce que je crois que j'ai commencé l'enregistrement. Attendez, je peux faire ça. Regardez bien, souriez. Voilà. Souriez. Et on va donc alerter tout le monde, comme on le fait à chaque fois, pour dire que nous sommes sur Blab à l'occasion de ce TVLops. Peut-être que l'on peut planter le décor avec toi, Pierre, sur ces championnats du monde. D'abord, une première réflexion. On va commencer par le bilan pour les Français. Un bilan strict qui se limite à 3 médailles seulement, 2 chez les hommes, avec Quentin Lafargue d'un côté au kilomètre, médaille de bronze, avec Morgane Kneski qui compte sûrement ses médailles depuis quelques années, mais qui en a obtenu une très belle en argent en compagnie de Benjamin Thomas à l'américaine. Et puis, médaille également chez les dames, une médaille donc obtenue chez les dames à l'occasion de ces championnats du monde. Et j'ai un trou de mémoire. Alors là, déjà, il n'y a pas de dame autour de cette table, mais c'est Laurie Berton qui l'a obtenue à l'Omnium, médaille d'argent également. Est-ce que c'est un bilan franchement décevant? Est-ce que l'on doit être inquiet, selon toi, dans la perspective des prochains Jeux, Pierre Caraille? C'est vrai que ces championnats du monde de 2016 ont une saveur particulière parce qu'ils ont lieu une année olympique. Et une année olympique, c'est pas tout à fait, pardon si on enfonce une porte ouverte, pas tout à fait une année comme les autres. La tension est un petit peu différente. Et puis évidemment, on a toujours tendance à se dire, est-ce que les résultats qui ont été inscrits sur ces mondiaux vont se retrouver sur la piste? En l'occurrence, ça sera au mois d'août. À Rio, il se trouve qu'une semaine avant ces championnats du monde, la Fédération française de cyclisme tenait son congrès annuel du côté d'Antibes. Et elle avait fait une projection déjà. Elle avait commencé à dire le nombre de médailles et les disciplines dans lesquelles elle espérait décrocher la victoire ou des podiums aux Jeux Olympiques de Rio. Et la piste, clairement, c'est la discipline dans laquelle on peut gagner le plus de médailles. C'est parmi la route, la piste, le VTT, la deuxième discipline qui pourvoit le plus de médailles, c'est là qu'il y a le plus d'épreuves.
Et clairement, déjà à l'époque, la DTN avait dit que ça serait très difficile pour la poursuite, par exemple, homme, de se qualifier. Information qu'on connaît déjà depuis quelques temps. Et puis voilà, elle avait commencé à faire une projection. J'ai envie de demander à Morgane, dans ce contexte d'année olympique, est-ce que tu sens quelque chose de différent dans la préparation, dans l'ambiance aussi d'un championnat du monde? Ouais, je le sens pas particulièrement parce que je fais pas partie d'une discipline olympique. Nous, la poursuite n'a pas été sélectionnée après les Coupes du Monde de cet hiver, donc c'est une pression que nous, on n'a pas ressentie et on n'est pas au quotidien avec les sprinters qui, eux, sont sûrs d'aller aux Jeux Olympiques et qui doivent travailler pour ça. Donc nous, moi, non, personnellement, j'ai pas ressenti ça. Sur le championnat, je l'ai pas ressenti non plus. Je suis resté concentré sur mes épreuves. Et voilà, on sent quand même quelques petits trucs, mais voilà, je pense pas que je sente vraiment ce qui se passe au centre de l'équipe de France. Mais dans l'adversité, tu tombes quand même sur la paire fameux duo Cavendish-Wiggins, qui ressort de leur boîte justement parce qu'ils préparent cette échéance des Jeux Olympiques. Donc il y a peut-être des adversaires que tu retrouves pas le reste de la saison ou chaque année. C'est sûr qu'au niveau de l'adversité, le niveau est plus élevé que les autres années parce que bon, c'est une année olympique comme on le sait. Chacun rehausse son niveau le plus fort possible. Et certains coureurs sont déjà en train de faire des tests, je pense, pour les Jeux Olympiques, ce qui fait que bon, le niveau est très élevé. C'est sûr que cette année, même si l'américaine n'était pas une discipline olympique, beaucoup de coureurs vont aux Jeux Olympiques et étaient prêts. On sent qu'il y a un niveau quand même beaucoup plus élevé que d'habitude, ça c'est évident. Est-ce que c'est volontaire? Tu sentais beaucoup plus que d'habitude, Morgane, ce niveau-là, par rapport à l'an dernier, par exemple? Moi, je l'ai senti sur mes épreuves parce que des coureurs de meilleure qualité sont venus faire cette épreuve. Cavendish n'était pas là l'an passé, Gaviria n'a pas fait l'américaine l'an passé. Ce sont tous des petits coureurs qui viennent rehausser le niveau de mes épreuves et qui font les Jeux Olympiques et qui sont forts car ils vont aux Jeux Olympiques. Oui, rien que pour ça, moi, je l'ai senti. Ouais. François, est-ce que l'on peut comprendre, moi je vais rentrer direct dans le débat, est-ce que l'on peut comprendre que l'équipe de France ait été aussi peu performante, notamment en ce qui concerne les sprinteurs? Donc Morgane n'est pas concerné, mais il nous l'a dit, la malchance quand même, c'est que sa discipline n'est pas discipline olympique. Est-ce que les sprinteurs n'ont pas été capables ou n'ont pas voulu programmer 2 pics de forme dans leur saison à l'occasion de ces championnats du monde qui sont, c'est vrai, distants de 5 mois des prochains Jeux de Rio? Moi, je suis un petit peu étonné. Je suis un petit peu étonné de la forme dans laquelle les Français sont arrivés sur le championnat du monde, parce que je pense qu'ils étaient. On est quand même en France. On a peut-être les meilleurs. Les meilleurs sprinteurs au monde, et là on les a vus arriver dans une forme physique proche des 60% de leur capacité. Donc moi j'étais un petit peu surpris. Dire que l'objectif c'est les JO, évidemment, mais c'est aussi l'objectif pour tous les adversaires. On l'a vu pour les Anglais, on l'a vu pour les Hollandais, pour les Néo-Zélandais. D'ailleurs, Jason Kelly était au rendez-vous des championnats du monde et je pense qu'il souhaite renouveler son bail pour les prochains JO. Donc ça, c'est sûr. Donc je suis un petit peu étonné de la façon dont ils ont abordé ce championnat. Surtout que il y a 5 mois qui séparaient, comme tu l'as dit, Patrick, 5 mois qui séparaient les championnats du monde des JO, et je pense qu'il est tout à fait possible en termes d'entraînement, en termes de préparation physique, de récupérer, en tout cas d'avoir 2 pics de forme, un pour les championnats du monde et un 5 mois plus tard pour les JO. Je pense que c'est possible. Quand on planifie bien un entraînement, c'est tout à fait possible. 5 mois, ça laisse la liberté de récupérer et de repréparer derrière l'objectif. Donc je suis un petit peu étonné, presque un petit peu inquiet même, parce que j'ai l'impression qu'on a pris un petit peu de retard. Alors les gars, Pervis, Boger, Siro, etc., sont des gars de grande classe, donc il faut leur faire confiance. Mais je suis quand même un petit peu inquiet parce que j'ai l'impression qu'on a pris un petit peu de retard. Voilà, c'est mon impression. Et puis il y avait beaucoup d'inquiétudes. Moi, en lisant un petit peu les interviews, en les écoutant,
j'ai senti quand même une certaine fébrilité, une certaine inquiétude de la part des athlètes. Et c'est vrai qu'ils sont pas en confiance, quoi. Quand tu te prends une raclée à 5 mois des JO, je pense que c'est pas très très bon pour la confiance. Et en tout cas, les adversaires ont pris un ascendant psychologique sur les Français. Morgane, comment tu ferais, toi, justement le bilan plutôt des poursuiteurs et non pas des sprinteurs? Est-ce que tu les trouves de leur côté fébriles? On sait aussi qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la plupart des épreuves dans la perspective de ces Jeux. D'abord, faisons peut-être un point rapide sur ceux qui sont sélectionnés, sur les disciplines sur lesquelles on est sélectionné et sur celles pour lesquelles on n'est pas sélectionné, que ce soit les hommes ou les femmes. Morgane, je te pose la question, est-ce que tu es capable de nous le dire à l'heure actuelle? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le bilan est simple. La qualification pour les Jeux se résume à deux sélections, donc les 2 coureurs d'omnium chez les hommes et chez les femmes, avec Thomas Bouda et Laurie Berton. Et après, les non sélections entre guillemets, ce sont les poursuites par équipe hommes et femmes qui n'ont pas réussi à se qualifier. Deux choses bien distinctes. Est-ce que c'est parce que tu penses que le collectif de la poursuite olympique n'avait pas le niveau, ou est-ce que c'est parce que la piste n'a pas les moyens de permettre à des coureurs d'atteindre ce niveau, ou peut-être pour une autre raison? Non, je pense qu'on a eu un changement d'entraîneur récemment, qui a été peut-être un poil tardif. Les résultats sont quand même venus l'an passé sur les championnats du monde. Après cet hiver, il y a eu beaucoup de changements de coureurs avec justement cette sélection qui devenait difficile et des coureurs qui se sont désistés, qui ont été remplacés par un nouveau collectif qui fait partie sur une Coupe du Monde. Il y a du travail qui se met en place. Il y a beaucoup de travail qui se met en place. Bon, ça travaille dans l'ombre. On commence à comprendre comment fonctionnent les autres nations, mais on commence vraiment à comprendre comment fonctionnent les autres nations. Je pense que on a tous compris au sein de l'effectif d'endurance et de la poursuite que les travail pour Tokyo commençait dès maintenant. Et, je pense qu'on va avoir pour les 4 prochaines années on l'a dit souvent, mais moi je le pense vraiment cette fois-ci qu'il va y avoir vraiment un renouveau de la poursuite avec des coureurs vraiment de talent et des jeunes qui vont s'investir dès le point zéro, dès aujourd'hui pour le prochain jeu. Il y avait eu des très beaux championnats du monde l'an dernier à Saint-Quentin en Yvelines, qui avait été un succès, y compris économique. La fédération avait dégagé du bénéfice. Et on s'était peut-être laissé un petit peu bercer, voire un peu endormir par cette ambiance. Et on avait fini par oublier que forcément, c'est une lutte très serrée et très difficile de préparer les Jeux Olympiques. Et en l'occurrence, Rio, c'est tout de suite, quoi. On avait pris trop de retard justement avant ces championnats du monde. Bon, les très bonnes performances des coureurs professionnels, car c'était une équipe de coureurs professionnels qui était au départ, ils ont quand même, on va dire, la caisse pour ça, ont réussi à faire voir des bonnes choses. Bon, Steven l'entraîneur national les a quand même bien dirigés. Ils ont compris des choses justement sur ce championnat du monde. On a quand même réussi à rouler en plein mois de décembre à Cambridge sur une Coupe du Monde en dessous, à la limite des 4 minutes avec des coureurs qui n'étaient pas du tout professionnels. Donc, on a quand même compris certaines choses, notamment sur des braquets, des points de détail qui font que prochainement, on va progresser. Après, c'est vrai que il y avait beaucoup de retard avant le championnat du monde à Saint-Quentin et ça a été difficile de le rattraper. Il aurait fallu pas du tout se louper et on manque d'expérience justement pour faire d'énormes performances sur chaque Coupe du Monde encore. Comme je dis, là, je pense que le travail va commencer là à partir du prochain hiver et même durant la saison qui arrive avec une équipe jeune et vraiment motivée pour ça. Patrick, on ne t'entend pas quand tu essaies de parler. Peut-être une question pour François. Excuse-moi, pardon, j'avais coupé mon micro parce que comme ça fait beaucoup de bruit. Je voulais saluer la présence de Florian Rousseau qui nous a rejoint. Et je lui indique que s'il souhaite nous rejoindre, qu'il reste avec nous et à un moment, on pourra peut-être le faire intervenir, très certainement même à un moment ou à un autre. Et je voulais juste aussi avoir une précision concernant les sprinteurs. Il me semble que côté sprinteurs, hommes et femmes
sont sélectionnés dans toutes les disciplines, sans aucune exception, contrairement aux disciplines de fond. Oui, il me semble que les dernières sélections se jouaient par équipe dames, sur ces championnats du monde. Les filles, la vitesse par équipe dames a obtenu son billet pour Rio in extremis, mais c'est vrai qu'ils ont réussi à se qualifier. Écoute, on va voir ça. Je voudrais avoir un mot aussi concernant, François, peut-être un mot concernant les Anglais par rapport aux Français. On a vu des Anglais inexistants, peut-être excessifs. En tout cas, des Anglais qui n'avaient pas du tout le niveau qui était le leur habituellement, en tout cas dans les années olympiques. Comment font-ils pour arriver, selon toi, à se programmer pour être en forme pile poil l'année, on va dire pratiquement une année sur 4. En ce qui concerne les sprinters, il me semble que c'est assez flagrant. Oui, alors c'est un petit peu l'inconnu. C'est vrai que on peut s'étonner de voir Jason Kenny revenir l'année des JO en pleine santé. C'est un petit peu l'inconnu, honnêtement. On peut faire pas mal de spéculations sur son cas, mais je pense que c'est une question. Je pense que c'est mentalement qu'ils arrivent à se transcender pour les Jeux, et peut-être que les autres objectifs sont un petit peu mineurs pour eux. Mais c'est évident que c'est assez curieux, quoi. En tout cas, moi, j'ai pas la réponse parce que ça m'étonne. Je suis un petit peu étonné également ici. Mais je pense que les JO, en tout cas la fédération anglaise doit beaucoup miser au niveau financier, au niveau humain pour les JO, et peut-être un petit peu moins pour les épreuves, on va dire annexes entre guillemets, mais peut-être les coupes du monde et les championnats du monde. Et on parie plutôt sur les JO plutôt que sur les épreuves comme les championnats du monde. Voilà un petit peu mon analyse, mais c'est vrai que je reste un petit peu aussi surpris par les Anglais qui refont surface un petit peu miraculeusement là sur la dernière année, en tout cas l'année des JO. Il faut dire que ce point-là a insupporté l'UCI, et c'est pour ça que l'UCI a choisi de changer le règlement de la piste et de multiplier, de favoriser les épreuves un peu sur tous les vélodromes. L'idée étant que pour participer aux Jeux Olympiques, il fallait bien sûr faire les championnats du monde. Pour faire les championnats du monde, il fallait faire des coupes du monde. Et encore en amont, il fallait discuter des épreuves régulièrement. Le but, c'était quand même que les Anglais, c'était quand même un règlement qui avait été conçu un petit peu pour éviter cette manie des Anglais. Le but, c'était que les Anglais sortent de chez eux un peu plus souvent que uniquement pour le mondial et les Jeux. Là-dessus, c'est plutôt sympa. On a vu les coureurs là depuis un an ou deux qui vont chercher les points et les qualifs. Mais je voudrais juste comprendre un truc. Est-ce que le fait que ça soit, selon vous, Morgane, peut-être que tu as la réponse, toi qui connais bien justement ce cyclisme britannique, et plutôt sur route, enfin autant sur route que sur piste, j'imagine. Morgane, est-ce que le fait de disputer les championnats du monde à Londres, un petit peu à l'image de nous l'année dernière à Saint-Quentin en Yvelines, est-ce que ça a eu, selon toi, un impact réel sur le nombre de médailles? Finalement, la France a autant de médailles que la Grande-Bretagne l'année dernière au tableau des médailles à l'issue de ces derniers championnats du monde. Ou la Colombie l'année d'avant, 3 ans avant. Voilà. C'est sûr qu'en étant le pays organisateur, on est quand même chez nous, on a envie de bien faire. On a toujours envie de bien faire, mais c'est vrai qu'on peut ressentir le soutien du public. Et non, c'est inévitable. Le fait que les championnats du monde soient chez nous, on se sent plus fort, que ce soit pour les athlètes ou pour l'encadrement, on est tous plus motivés. Et le fait que les Anglais aient été très forts chez eux, c'est beaucoup dû au fait que je suis d'accord avec Morgane. Les jeux, ça se dispute à l'autre bout de la planète, donc les choses seront redistribuées. Après, peut-être que les Anglais vont justement avoir un excès de confiance, j'espère, leur championnat du monde, mais le fait que ce soit le meilleur organisateur, inévitablement, c'est sûr que ça a aidé la nation, malgré qu'elle soit très forte l'année des Jeux. Alors, on peut parler de 2 disciplines vraiment très fortes sur la piste qu'on a tendance à beaucoup regarder, de spécialités. C'est bien sûr la vitesse individuelle, on en a parlé avec Jason Kenny qui ressort de sa boîte.
Et puis il y a aussi la poursuite par équipe, qui est une discipline très appréciée, très commentée, qui est assez révélatrice d'un collectif et d'une façon de travailler. Et cette année, c'est quand même la 4e année de suite que la Grande-Bretagne ne remporte pas le titre. La dernière fois qu'ils l'ont gagné, c'était en 2012, justement, en 2012, en préparation ou en prévision des Jeux Olympiques. Et depuis, les Anglais sont systématiquement battus par les Australiens. Et en 2015, c'était, en l'occurrence, les Néo-Zélandais. Qu'est-ce que vous en pensez, François et Morgane, aujourd'hui, de collectifs poursuites par équipe entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne, bien sûr, le Danemark, qui prend la médaille de bronze cette année, et puis la Suisse, par exemple, qui est un pays qui monte de plus en plus. Comment vous le situez, vous, la poursuite par équipe aujourd'hui ? Moi, j'ai trouvé, notamment cette année, l'Australie beaucoup plus homogène, des coureurs qui étaient du même niveau et beaucoup plus homogènes sur la poursuite par équipe, alors que les Anglais, on avait bien sûr la tête d'affiche Wiggins, mais on a vu sur certaines analyses de scientifiques que Wiggins n'était pas forcément le plus fort de l'équipe. Il a pu mettre des coups de vis à certains moments dans la poursuite par équipe, mais ça n'était pas forcément le plus fort. Et je pense que physiquement, l'Australie était très très homogène, et on le sait, sur une poursuite par équipe, il faut avoir quatre gars très forts et du même niveau pour pouvoir évoluer le plus vite possible. Donc je pense que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ont trouvé un collectif plus homogène. Ils ont un réservoir, à mon avis, de coureurs qui préparent sur plusieurs années, et j'ai l'impression en Grande-Bretagne, on a vu Wiggins intégrer ou d'autres coureurs intégrer la poursuite par équipe, mais c'est un petit peu au coup par coup. C'est mon impression. Morgan peut-être le saura plus, il les a vus sur les différentes Coupes du Monde, mais voilà, c'est mon impression du moment. Morgan ? Moi, je vois les choses différemment. On connaît les nations, l'Angleterre, tous les anglo-saxons ont quand même une autre mentalité par rapport à ces disciplines. Ils se battent carrément pour faire partir de la poursuite par équipe. Chez nous, c'est différent. Après, c'est vrai que lors des Coupes du Monde, les Wiggins, etc., on les a vus peut-être une fois maximum, voire deux, mais rarement. Lorsque j'étais à Cambridge, c'était que des jeunes. Donc, ils ont un réservoir tellement grand, tellement fourni, avec beaucoup de coureurs qui sont capables de rouler en dessous des 4 minutes. Peuvent se permettre de déplacer limite 4 équipes différentes sur chaque Coupe du Monde. Donc après, c'est vrai que là, ils sont plutôt à la période à savoir qui ils vont mettre pour les Jeux Olympiques, et je pense que ils sont servis des championnats du monde pour faire quelques essais, sachant que des coureurs n'étaient pas non plus à 100% comme je pense Ed Clancy qui revient de blessure, etc. Je pense que les Anglais sont vraiment pas du tout inquiets, malgré qu'ils aient perdu le titre chez eux. Connaissant les Anglais, les jeux et rien d'autre, c'est sûr que d'ici Rio, ils ont retrouvé les 4 coureurs qui vont faire la poursuite de A à Z. Ils seront largement là face aux Australiens qui eux aussi ont beaucoup de coureurs qui sont capables de rouler en 4 minutes. Ont certainement proposé leur meilleur coureur. Alors, juste parce que tu venais de dire qu'ils avaient quand même un collectif très fourni, Mathieu vous pose cette question. Morgan, est-ce que tu peux répondre ? Bobridge, Edmondson, par exemple, ont-ils leur place déjà assurée, selon toi, pour les Jeux, ou est-ce qu'en Australie, on risque de fonctionner différemment, justement à cause de cette richesse ? Non, je pense que c'est des coureurs qui ont eu des obligations certainement avec leur équipe route. J'ai pas trop lu la presse australienne, mais bon, certainement que c'est ces raisons qui ont fait qu'ils n'étaient pas présents, mais voilà, ils ont tellement de coureurs qui sont pas aussi forts qu'eux, mais qui peuvent rouler aussi vite. Je sais pas vous, mais j'entends. Bobridge et Edmondson seront présents sur les Jeux Olympiques. Ils cherchent certainement des autres coureurs. On a des petits soucis de liaison, je pense, à moins que ce soit uniquement moi. Non, on entend mal. On passe pas très bien depuis Calpé. Voilà, il y a un petit. Morgane, on t'a un peu perdu sur la fin de toi. Ouais, c'est le. Ça marche. Non, ça marche pas bien. Je te propose de sortir de la room et de re-rentrer aussitôt. Parfois, ça suffit à régénérer le flux.
Donc, Pendant ce on va... temps-là, peut-être François, Oui. toi qui a suivi vraiment toutes les épreuves et donc vu les vainqueurs, hein, puis c'était tes débuts de journaliste, des championnats du monde. Qu'est-ce qui t'a surpris? Est-ce qu'il y a des noms comme ça que tu ne t'attendais pas à voir en haut de l'affiche? Non, j'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de surprises, aussi bien chez les sprinteurs que chez les coureurs de fond. J'ai plutôt été impressionné par certains, notamment Gaviria, podium. Bon, je tiens aussi à féliciter Morgan et Benjamin Thomas aussi pour leur deuxième place sur ces échouent pas loin enfin un tour dans l'américaine. Mais disons, ils ont joué vraiment crânement leur chance en jouant un peu au qui tout double, en partant dès le début. Moi, quand je les ai vus partir, j'ai dit bon bah ça passe ou ça casse. Ça a passé et puis ils ont longtemps été en tête, ils étaient costauds, donc bon, bravo à eux d'avoir été audacieux. Mais j'ai pas, Merci. il y a pas grand chose qui m'a vraiment étonné. Bien sûr que l'ambiance du Vélodrome avec les Anglais était vraiment extraordinaire. Mais j'ai plutôt trouvé, voilà, il n'y a pas eu de surprise. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de surprise. Je pense pas que Morgan dira le contraire. Je sais pas. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu des grosses surprises. Les gens qu'on attendait, ils ont été là. Bon, parfois c'est le sport. Hein. Il peut toujours y avoir des petites contre-performances, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y en ait eu. Sauf bien sûr nos Français, c'est vrai que on les attendait, notamment François Pervis sur certaines épreuves, et puis également sur la vitesse par équipe. C'est vrai que on peut être un petit peu déçu. Après, bon voilà, j'espère que c'est vraiment dans leur plan et que c'est dans leur cheminement et que avec leur classe, eh ben, ils sauront redresser la barre et faire le meilleur pour Morgan, tu vas peut-être citer quand même ton coéquipier de chez Raleg. Moi, j'ai trouvé que c'était une surprise. Sébastien Mora, vainqueur au scratch, même si le scratch est une discipline quand même assez aléatoire. Je ne vais pas dire que c'est une loterie, mais où le résultat permet quand même parfois de sortir du lot alors qu'on n'est pas nécessairement le favori. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois qu'il est parti, Morgan. Vas-y, il y a un petit décalage, mais vas-y, ouais. Je vais en dire du bien parce que c'est... Ah non, je suis là. D'accord. Bon, c'est maintenant mon coéquipier. Ah, malheureusement, Morgan, il vient de signer avec moi dans l'équipe Raleg. Ah, ça y est, c'est bon, vas-y. Non, on t'entend pas, Morgan. Sébastien Mora, en fait, je trouve pas que ce soit vraiment une surprise. Hein. Il a. Donc je vais pas en dire beaucoup. Morgan, je suis désolé, on ne t'entend pas. Oui, François, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, parce que il avait bien fonctionné. Il avait été champion d'Europe de scratch d'américaine, je crois, l'hiver dernier, donc en l'hiver 2015. On va dire, c'est un nouveau grand de la piste, mais je trouvais pas que c'était vraiment une surprise. Je crois que c'était avec Torres, ils font partie des meilleurs pistards espagnols et mondiaux, donc eux, c'est une confirmation. Pour moi, lui, c'est une confirmation, quoi, totalement. Sébastien Mora. Et ben voilà, bon. Est-ce qu'on aura ce palmarès tu vas te mouiller un peu quand même, François. Est-ce qu'on aura à peu près ces mêmes noms comme ça qui remporteront l'or à Rio dans 5 mois, selon toi? À mon avis, ça va coller un petit peu à ce qu'on a vu au championnat du monde. Hein. Je crois pas en de grosses surprises, mais moi je pense que les Anglais vont être très forts, les Chinois vont être très forts également, les Néo-Zélandais également. Et voilà, je pense que ça va être, à mon avis, les 3 grosses nations du cyclisme sur piste. J'espère que nos Français me feront mentir, mais voilà, je vois déjà ces 3 grosses nations. Les Chinois chez les femmes plutôt. Hein. Plutôt chez les femmes, voilà. On a vu que 2 en grande finale en vitesse chez les femmes, également au premier niveau sur la vitesse par équipe. On voit vraiment qu'il y a du très très haut niveau en Chine chez les filles. Donc voilà, les 3 grosses notions que je peux voir pour les JO. On n'aura pas beaucoup de surprises par rapport à ce qui se passe là. Les Allemands qui ont été un tout petit
petit peu, je dis bien, parce qu'il y a quand même le Ehlers qui a gagné le Keirin, mais les Allemands qui étaient un tout petit peu en retrait, me semble-t-il, sur ces championnats du monde et qui seront assez présents, à mon avis, sur les JO. Et un Gaviria dont on parle beaucoup sur la route aussi. Gaviria, tu penses qu'il tient toujours la corde pour aller chercher ce titre aussi à Rio? Est-ce qu'il était impressionnant d'ailleurs parce que le résultat est assez serré devant Klug et puis Glenn Oshie. Il avait vraiment un gros truc de plus que les deux autres. Ah oui, je crois qu'il était une jambe au-dessus. Il a vraiment géré, à mon avis. On voyait quand les autres démarraient leur sprint, lui il était encore assis. Et il se mettait en danseuse à des moments, il gagnait des sprints. Moi, je pense qu'il a une grande longueur d'avance. Il est très jeune, mais il a une classe extraordinaire et des qualités. À mon avis, au JO, je vois vraiment Gaviria gagner. Après, derrière, le podium reste plus incertain pour moi. Je pense notamment Thomas Bouda dans un bon jour, dans un bon week-end et avec une belle préparation, il peut jouer un podium, c'est possible. Thomas Bouda, donc champion du monde sortant dans cette, enfin pas sortant, mais qui a été champion du monde de l'Omnium déjà et qu'on retrouvera effectivement qualifié pour les Jeux à coup sûr. Bon, écoutez, il va falloir qu'on arrête. Parce que ça fait plus d'une demi-heure maintenant qu'on a débuté ce TVLops. Merci d'avoir été avec nous. Je remercie Morgane, même s'il n'a pas pu nous accompagner jusqu'à la fin, qui était avec nous. Morgane qui, rappelons-le, est en stage en Espagne. Merci Morgane d'avoir été donc présent en début de ce stage. Et puis merci également à François Lamiraud qui devient un fidèle de TVLops. Enfin, qu'il l'est de toute façon. Avec plaisir. Depuis le début. Pierre, on se retrouve très vite, évidemment, pour les Vélops CD. Je vous rappelle, les Vélops CD, c'est le podcast en ligne, enregistré tous les lundis soirs à 22h. On tirera le bilan de Paris-Nice, de Tirreno Adriatico aussi, en grande partie. Bref, on parlera de la route, mais on reviendra parler très certainement de la piste avant les Jeux de Rio. Ça, c'est une évidence. Voilà. Et bonne fin de journée, d'après-midi pour vous et à très bientôt. Merci. Allez, au revoir à tous. Bientôt. Merci, au revoir. Salut.